Donc on enchaîne avec le premier cas clinique long. Donc l'énoncé. Un patient de 55 ans hospitalisé pour un syndrome coronaire aigu avec sus-décalage du ST. Premier élément important. En entailleur étendu. Donc hospitalisé a priori dans un service de cardiologie. Ses facteurs de risque cardiovasculaire, un tabagisme a priori actif et une dyslipidémie. Il a été traité de son infarctus par une thrombolyse à la 2e heure, donc dans un délai précoce. Il a ensuite été coronarographié, dilaté et stenté sur l'IVA, l'artère interventriculaire antérieure, sur son segment moyen, qui était sténosé avec une sténocérée, avec un bon résultat final. Son traitement actuel est le suivant. Antiagrégant plaquettaire, l'aspirine à dose de 100 mg par jour. Clopidogrel, deuxième antiagrégant obligatoire lorsqu'on est porteur d'un stent, mais qu'on a dû arrêter pour des saignements importants. Il est également sous bêta-bloquant et sous inhibiteur de l'enzyme de conversion. L'histoire actuelle, le patient est retrouvé inanimé par l'infirmière alors qu'il l'avait appelé quelques secondes avant. À l'examen réalisé par l'infirmière, absence de pouls, absence de tension artérielle, un patient a priori inconscient, ne semblant pas respirer. Vous êtes donc appelé pour venir en urgence voir ce patient. Première question, quelles sont les complications de l'infarctus en phase aiguë? Alors, deuxième question, quelle est la cause la plus probable de l'arrêt cardio-respiratoire présenté par ce patient? Troisième question, interprétez l'électrocardiogramme suivant. Quel est alors votre diagnostic et quels sont les éléments manquants? Quatrième question, quelle est votre prise en charge initiale? Question suivante, votre prise en charge est efficace et le patient récupère un pouls, une pression artérielle convenable. Quel examen complémentaire allez-vous réaliser? Dans quel délai? Quel facteur a pu favoriser l'épisode actuel? Question suivante, le patient récupère, rentre chez lui quelques semaines plus tard. Quels sont les examens non biologiques qui serviront pour le suivi cardiologique? Question suivante, en cas d'arythmie de ce type, plus de 4 mois après l'infarctus, ici 6 mois, quelles seraient les options médicamenteuses et après quelle vérification? Dernière question, que devez-vous proposer au patient en plus des médicaments en l'absence d'évolution sur le réseau coronaire? Première question, les complications aiguës de l'infarctus, elles sont nombreuses. Là aussi, il y a beaucoup de choses à dire, donc il faut bien structurer votre réponse. On commence toujours par le décès, qu'il ne faut jamais oublier. Ça peut valoir un 0 s'il est oublié. Autre complication, les récidives. Des patients hospitalisés, même sous traitement, peuvent refaire un infarctus, comme c'est probablement le cas chez ce patient, en rebouchant leur artère coronaire qui avait été dilatée quelque temps auparavant. Ensuite, il faut commencer par les complications rythmiques. La première, les arythmies ventriculaires. C'est probablement ce qui arrive à ce patient. Donc là, c'est bien sûr la fibrillation ventriculaire, responsable d'un arrêt cardiaque. Ça peut être également une tachycardie ventriculaire qui elle-même peut être responsable d'un arrêt cardiaque, ou de malaise, ou de syncope, ou de mauvaise tolérance. Il peut s'agir simplement d'extrasystole ventriculaire. De même, au niveau auriculaire ou supraventriculaire, vous pouvez avoir tout genre d'arythmie, en partant de l'extrasystole jusqu'à la fibrillation auriculaire permanente. Autre complication en phase aiguë, les troubles de la conduction, qui eux sont beaucoup plus graves que les arythmies supraventriculaires. Il y a deux types de troubles de la conduction, ceux qui sont dus à un phénomène ischémique, à une mauvaise perfusion des tissus de conduction, et ceux qui sont dus à une réaction vagale, comme par exemple le BAV complet dans le cas de l'infarctus inférieur. Ici, dans un infarctus antérieur thrombolysé H2 sur l'IVA, en cas de présence de troubles de la conduction, il s'agira probablement d'une lésion ischémique au niveau du faisceau de His, donc des troubles conductifs mal tolérés qui pourraient nécessiter l'implantation d'un pacemaker. Ensuite, on change de catégorie de complications avec l'insuffisance cardiaque. D'abord, toujours l'insuffisance cardiaque gauche, donc il faut dire qu'elle peut être modérée, il peut s'agir de l'insuffisance cardiaque importante, de l'œdème aigu pulmonaire. Au pire, il peut s'agir de choc cardiogénique. En cas de forme très évoluée, il peut également y avoir de l'insuffisance cardiaque droite, on parle alors d'insuffisance cardiaque globale. Autre complication très importante, les complications mécaniques de l'infarctus du myocarde. Surtout lorsqu'il est localisé dans le territoire antérieur, il faut les rechercher, les dépister par des échographies cardiaques et une auscultation cardiaque au moins biquotidienne, tant que les patients sont en USIC, et ensuite quotidienne lorsqu'ils sont passés en salle. La première complication, la rupture septale. Il s'agit donc d'une nécrose au niveau du septum interventriculaire qui va provoquer une communication entre le ventricule gauche et le ventricule droit. Donc ça va provoquer une communication interventriculaire. Ça va se traduire par un gros souffle à l'auscultation cardiaque, un souffle systolique qui va irradier en rayon de roue, c'est sa caractéristique principale. Le traitement de cette complication, il est chirurgical. C'est de la suture avec un patch par exemple pour permettre de fermer cette communication. Autre complication mécanique, la rupture du ventricule gauche. Alors la rupture du ventricule gauche, elle peut se faire dans différents endroits. La première,
en paroi libre, ça veut dire qu'il y a une ouverture quasiment du cœur et du péricarde dans le médiastin. Donc là, c'est l'arrêt cardiaque immédiat qu'on ne peut pas récupérer, et c'est souvent de ça que décèdent les patients. Autre complication, la rupture dans le péricarde. Dans ce cas-là, il va y avoir du sang dans le péricarde, et donc un tableau de tamponnade par hémopéricarde. Là, on a quelques minutes, voire quelques heures pour agir, pour essayer de fermer la plaie en chirurgie cardiaque. Sinon, il est trop tard, et on revient à la case précédente si le péricarde seront en paroi libre. Autre complication mécanique, l'insuffisance mitrale. En général, lorsqu'il s'agit d'un infarctus inférieur, ce qui n'est pas le cas ici, il peut y avoir une ischémie d'un pilier de la mitrale, et donc avoir une insuffisance mitrale restrictive par mauvais fonctionnement de la petite valve. Dans les grands infarctus antérieurs, comme c'est le cas ici, il peut y avoir une dilatation cardiaque importante qui peut provoquer une insuffisance mitrale fonctionnelle plutôt centrale. En cas d'infarctus inférieur, ce qui n'est pas le cas ici, il faut toujours rechercher une extension au ventricule droit, qui peut faire doubler, voire tripler le taux de mortalité à l'hospitalisation. L'IM par dilatation de l'anneau, on vient d'en parler dans le cas de l'infarctus antérieur. Autre complication beaucoup moins importante, en phase aiguë, la péricardite, qui peut se traduire par une reprise de douleur thoracique chez un patient hospitalisé, sans nouvelles lésions coronaires, sans nouveau sus-décalage important à l'électrocardiogramme et avec une décroissance de la troponine. À l'échographie cardiaque, vous aurez un décollement du péricarde qu'on verra bien. Il faudra traiter les patients, en plus de leur traitement habituel, par un traitement anti-inflammatoire. Autre complication très rare, les complications thromboemboliques, surtout que les patients sont en général hospitalisés et sous traitement anticoagulant. Enfin, ne jamais oublier l'anévrisme du ventricule gauche, qui arrive surtout en cas d'infarctus antérieur, une déformation de toute la pointe du ventricule gauche. Vous aurez par exemple votre ventricule en coupe apicale des 4 cavités ici, qui après votre infarctus pourra se déformer complètement avec une zone anévrismale à la pointe. Cette zone anévrismale pourra elle-même se compliquer d'un thrombus plan, par exemple, qui aura un fort potentiel embolique et qui pourra migrer dans la circulation artérielle. Ici, vous avez un exemple de dilatation cardiaque post-infarctus, très importante, un ventricule qui a une forme sphérique très anormale. Une autre complication du post-infarctus, le thrombus du ventricule gauche. Vous avez ici une coupe apicale des 4 cavités, la sonde d'échographie se trouve ici, la pointe du cœur est là, la paroi latérale, le septum, le ventricule droit, l'oreillette droite, l'oreillette gauche, la valve mitrale, la valve tricuspide. Ici, vous avez une image hyperéchogène à la pointe du ventricule gauche, dans une zone qui est a priori akinétique, la zone de l'infarctus, qui correspond à un thrombus. La présence de thrombus à l'échographie nécessite un traitement anticoagulant jusqu'à ce que ce thrombus ait complètement disparu, voire à vie. Je vous montre la rupture septale. Il s'agit donc d'une communication entre les deux ventricules, un trou qui peut se faire ici, avec un chien de gauche-droit, donc qu'on pourra fermer en chirurgie cardiaque. Deuxième question, quelle est la cause la plus probable de l'arrêt cardio-respiratoire présenté par ce patient? Devant tout arrêt cardiaque, la première chose à faire, un électrocardiogramme ou au moins un tracé électrique le plus précoce possible. Quasiment dans 100% des cas, lorsqu'il y a une cardiopathie ischémique avec un infarctus récent, la cause de l'arrêt cardiaque est un trouble du rythme ventriculaire. Il peut s'agir soit d'une tachycardie ventriculaire, soit au pire d'une fibrillation ventriculaire. Dès que vous avez une arythmie ventriculaire mal tolérée, compliquée d'un arrêt cardiaque, il faut tout de suite penser à la défibrillation au choc électrique externe. Le mécanisme de cette arythmie, elle n'arrive pas toute seule. En général, c'est lorsqu'il y a une thrombose à l'intérieur du stent qui a pu être favorisée par l'arrêt du plavix, comme c'est le cas chez ce patient, on en reparlera après. Interprétez son électrocardiogramme, quel est votre diagnostic et quels sont les éléments manquants. Donc on commence par l'interprétation de l'électrocardiogramme. D'abord, le rythme est régulier, à une fréquence à peu près 200 par minute, un peu plus de 150 par minute, donc bien régulier. Il n'est pas sinusal puisqu'on ne distingue pas d'onde P devant les QRS et que les QRS ne sont pas forcément précédés d'onde P. Ensuite, l'axe, les QRS sont négatifs en D1 et ils sont positifs en AVF, donc une déviation axiale droite a priori. On ne peut pas analyser l'espace PR puisqu'on ne voit pas d'onde P. On passe donc tout de suite aux QRS. Ils sont élargis de manière très importante, donc un aspect de bloc de branche droit, très rapide, on l'a déjà vu tout à l'heure. L'aspect de bloc de branche droit puisque vous avez un aspect R, S, R' ici, qui est assez typique. Ensuite, la repolarisation, des ondes T négatives dans les dérivations correspondant au bloc de branche, en V1 et en V2. Donc, on reprend les éléments du diagnostic. Tachycardie régulière à QRS large, pas d'onde P visible, déviation axiale droite avec aspect de bloc de branche droite. Chez un patient en arrêt cardiaque, le seul diagnostic à évoquer est celui de tachycardie ventriculaire à type de retard droit. Une tachycardie ventriculaire à type de retard droit vient a priori du ventricule gauche. Donc ça correspond bien au dossier du patient qui a une cardiopathie ischémique avec un infarctus antérieur. Les éléments manquants au diagnostic de tachycardie ventriculaire
sont les complexes de capture et les complexes de fusion, entre par exemple un ventriculogramme normal et un ventriculogramme venant exclusivement et un complexe venant exclusivement du ventricule sans onde P. Autre facteur manquant, la dissociation auriculo-ventriculaire. On pourrait voir par exemple une fréquence auriculaire à 300 par minute complètement dissociée de l'activité des ventricules. Question suivante, quelle est votre prise en charge initiale? Donc, question très importante puisque sont sorties l'année dernière de nouvelles recommandations dans la prise en charge de l'arrêt cardiaque. Ici, il s'agit d'un arrêt cardiaque par trouble du rythme ventriculaire chez un patient hospitalisé. La prise en charge ne sera pas la même que celle d'un patient faisant un arrêt cardiaque sur la voie publique, par exemple. La première chose à faire, on l'a déjà dit tout à l'heure, c'est la défibrillation la plus précoce possible par un choc électrique externe. On va revoir ça juste après. Donc, en pratique, il existe soit des défibrillateurs semi-automatiques dans toutes les salles. L'infirmière va poser les palettes, l'appareil va faire le diagnostic et va lui-même proposer un choc électrique pour traiter l'arythmie. L'autre possibilité, c'est l'appel du médecin. À l'arrivée du médecin, on a le diagnostic tout de suite par un tracé et il faut défibriller le plus rapidement possible. On verra ensuite comment continuer la réanimation mécanique. Il faut en même temps libérer les voies aériennes supérieures, ne pas risquer de déglutition par exemple ou d'inhalation. En attendant l'efficacité du défibrillateur et entre différents chocs qu'on pourra faire si les premiers sont inefficaces, il faudra un massage cardiaque externe. La nouveauté sur le massage cardiaque externe depuis 2006, c'est qu'il faut 30 compressions pour 2 insufflations. Les compressions doivent être profondes, rapides, une fréquence d'environ 100 par minute. Le choc électrique externe, il se fait normalement sous anesthésie générale. Chez un patient en arrêt, l'anesthésie est faite d'elle-même. On commence toujours par 200 joules. En cas d'inefficacité, on augmente la puissance du choc 300 joules, voire 360 joules au maximum, qu'on pourra répéter aussi souvent que nécessaire. En cas d'échec, on pourra injecter de l'adrénaline qui pourra modifier un petit peu la morphologie des QRS, les circuits de réentrée intraventriculaire, et donc pourra potentialiser la réussite d'un choc électrique. Ici, une photo d'une défibrillation sur un mannequin, évidemment. Donc vous voyez, il y a une palette sur le sternum, une deuxième palette à la pointe. On charge, il faut que personne ne touche le patient ni le lit, surtout pas le médecin, et on défibrille. Et on vérifie tout de suite sur le tracé électrocardiographique l'efficacité du choc, est-ce qu'il y a une récupération d'un rythme sinusel ou pas. Les nouveaux patchs de défibrillation peuvent être collés sur la peau. Le premier est toujours sternal, le deuxième, il est dorsal. Ils sont reliés à un petit boîtier, on n'a plus qu'à appuyer sur un bouton pour provoquer la défibrillation. Une fois que l'activité mécanique a été restaurée, il faut continuer la réanimation, il faut s'occuper de la ventilation. Avant, ça se faisait en même temps, maintenant ça se fait après, ça passe au second plan. Donc la ventilation, elle peut se faire au bouche à bouche, toujours 2 insufflations pour 30 compressions. Ça, c'est surtout pour les arrêts cardiaques sur la voie publique. À l'hôpital, il faut une intubation pour une ventilation mécanique, une oxygénothérapie par la machine. Si le patient reprend conscience immédiatement après un choc, ce qui est possible, à ce moment-là, pas d'intubation, on pourra proposer une oxygénothérapie au masque. Ensuite, le patient qui vient de faire un arrêt va être transféré dans un service de réanimation ou soins intensifs de cardiologie. Donc il faut une ou plusieurs voies veineuses de bon calibre, surtout si vous passez de l'adrénaline, il faudra une voie centrale. Il faudra ensuite traiter l'arythmie ventriculaire. Le choc électrique a suffi à remettre le cœur en rythme régulier. Ensuite, il faudra éviter les récidives. Pour éviter les récidives, il faut utiliser les antiarythmiques. Le plus important, c'est toujours la cordarone qui agit à l'étage auriculaire et à l'étage ventriculaire. Donc chez un patient intubé et ventilé, on pourra passer la cordarone par voie intraveineuse, par exemple, pour la voie centrale, à la dose de, par exemple, 3 à 4 ampoules par 24 heures pour éviter les récidives. Si ça ne suffit pas, on pourra aussi utiliser de la xylocaïne à la dose de 1 mg/kg, par exemple. En cas de réanimation qui se prolonge, on peut utiliser des bicarbonates à faible dose pour ne pas trop modifier le pH intracérébral, ce qui pourrait provoquer un œdème. Une fois que le patient est en réanimation, les mesures habituelles, toujours le monitorage, fréquence cardiaque, pression artérielle, SAT, état de conscience, surtout chez les patients ventilés. La diurèse et le poids quotidien, ça risque d'être compliqué chez un patient ventilé. Et l'électrocardiogramme, le scope ECG en continu qui va permettre de rechercher de nouveau une arythmie ventriculaire. Chez les patients en réanimation, il faut toujours penser à recueillir les urines. Pour ça, il faut une sonde vésicale, possiblement une sonde gastrique si le patient est intubé. On continue le traitement de la cardiopathie ischémique, très important, ne jamais arrêter les antiagrégants. Les bêta-bloquants chez ce patient, il en aura besoin, sauf s'il est en grande insuffisance cardiaque, donc il faudra les maintenir à visée anti-ischémique, mais surtout à visée anti-arythmique. On continue la cordarone par voie intraveineuse pour éviter les récidives d'arythmie.
Si le patient est ventilé, il ne faut jamais oublier la sédation intraveineuse, donc Hypnovel et dérivés de la morphine, par exemple du Sufinta, qu'il faudra sevrer petit à petit jusqu'à réveil du patient avant d'envisager l'extubation. Il faut surveiller quotidiennement le ionogramme sanguin pour corriger les troubles hydroélectrolytiques, surtout l'hypokaliémie qui peut provoquer une récidive d'arythmie ventriculaire. Et les autres mesures de réanimation, l'ulcère de stress à ne jamais oublier, donc on traite par inhibiteur de la pompe à protons. Autre chose que l'on peut proposer à ce patient, c'est une hypothermie de courte durée pour faciliter la récupération cardiaque et mettre au repos le cœur après un arrêt récupéré. Ici, vous avez deux tracés des urgences vitales habituelles. Le premier, c'est la systolie, qui peut suivre un trouble du rythme ventriculaire qu'on a tardé à avoir, par exemple. Donc vous avez un tracé plat. Ici, pas question de choc électrique externe. Le seul traitement à utiliser, c'est l'adrénaline. Ici, vous avez la fibrillation ventriculaire, qui n'est pas exactement le même tracé qu'on a vu là, qui était une tachycardie, où vous avez des complexes, des ventriculogrammes complètement anarchiques, larges, sans activité mécanique satisfaisante. Question suivante, si le traitement est efficace, quel examen complémentaire faut-il réaliser chez ce patient et comment expliquer l'épisode actuel? Devant tout arrêt cardiaque chez un patient coronarien connu, il y a une indication formelle à réaliser une coronarographie la plus rapide possible afin d'éliminer une thrombose intrastent. C'est probablement ce qui s'est passé chez ce patient. La thrombose, c'est compliqué de tachycardie ventriculaire. Il n'est pas normal de thromboser à l'intérieur d'un stent, surtout à l'hôpital. Donc il y a eu forcément un problème. Le problème qui a probablement favorisé cet accident chez ce patient, c'est l'interruption du deuxième antiagrégant plaquettaire, le clopidogrel. On sait que chez les patients porteurs de stent, il faut une double anti-agrégation, aspirine péros et clopidogrel péros pour une durée a priori indéterminée en cas de stent actif, en cas de stent standard pour une durée d'1 mois environ. L'interruption du clopidogrel favorise la thrombose intrastent. Elle-même peut se manifester par une arythmie et un nouvel infarctus. Ici, vous avez la coronarographie de ce patient. Ici, le premier schéma qui montre une injection du tronc commun coronaire gauche, de l'IVA, qu'on devine venir jusqu'ici, qui manifestement est occluse à ce niveau. Ici, vous avez des branches diagonales, et ici, il y aurait la circonflexe. Ici, le coronarographiste a passé son guide dans l'artère, a gonflé son ballon, autour duquel est positionné un stent, et ici, vous avez le résultat final, avec une artère complètement perméable et un flux sanguin normal, qu'on appelle TIMI 3. Question suivante. Le patient récupère et rentre chez lui. Quels examens complémentaires non biologiques peuvent aider au suivi? Donc là, on passe dans la case suivi d'un patient coronarien ayant fait un infarctus. Donc ces patients doivent être suivis la première fois 1 mois après l'hospitalisation, ensuite tous les 6 mois, voire tous les ans pour une durée indéterminée. Le mieux, c'est un suivi hospitalier, mais ils peuvent être également suivis par un cardiologue de ville. À chaque consultation, il faudra réaliser un électrocardiogramme, s'assurer que le rythme est bien sinusal et régulier, qu'il n'y a pas de nouvel épisode d'arythmie ventriculaire, de nouvel épisode d'ischémie visible. Autre examen important qu'il faudra réaliser tous les 2 à 3 ans, l'échographie cardiaque transthoracique. Il faudra mesurer la fraction ventriculaire gauche, il faudra mesurer la taille des cavités cardiaques, voir s'il existe une augmentation des pressions intracardiaques. Ensuite, il faut rechercher une récidive de sténose coronaire, rechercher de l'ischémie, et pour ça, on pourra faire des scintigraphies, par exemple, tous les 2 ou 3 ans, si possible en arrêtant le traitement pour les démaquiller. Dernier examen qui sera utile au suivi des patients, surtout après un gros infarctus, surtout lorsqu'il s'est compliqué d'une arythmie ventriculaire, Holter ECG qu'il faudra faire tous les 2-3 ans pour rechercher des récidives de tachycardie ventriculaire. Justement, en cas de récidive d'arythmie ventriculaire, plus de 4 mois après l'infarctus, quelles seraient les options médicamenteuses et qu'est-ce qu'il faudra vérifier avant? La première chose à vérifier, c'est l'absence de resténose, l'absence de nouvelle occlusion coronaire, donc il faudra toujours faire une coronarographie en cas de nouveaux troubles rythmiques ventriculaires chez un coronarien connu. Une fois qu'on s'est bien assuré qu'il n'y a pas d'artère à revasculariser, il faudra voir comment on peut traiter ces arythmies ventriculaires par les médicaments. Le premier traitement des arythmies ventriculaires, les bêta-bloquants. Ils sont normalement utilisés systématiquement après l'infarctus du myocarde, à visée anti-ischémique, mais aussi à visée anti-arythmique. Il faut donner la dose maximale tolérée, la dose la plus chronotrope possible pour que la fréquence cardiaque soit aux alentours de 50 par minute. En cas d'inefficacité, s'il persiste de l'arythmie documentée sur un Holter sous bêta-bloquant, on peut rajouter de l'amiodarone à la dose de 1 comprimé par jour, par exemple. Dernière question. En cas de persistance d'arythmie alors que le traitement médical est maximal, que proposer? Le défibrillateur automatique implantable. Vous avez ici sur une radiothorax le défibrillateur qui est logé en pectoral gauche avec une sonde qui va aller à la pointe du ventricule droit, qui est une grosse sonde qui est vissée à la pointe du ventricule droit.
Elle va détecter les arythmies ventriculaires, transmettre un message au boîtier qui, en réponse, va pouvoir délivrer un choc électrique interne de faible intensité pour remettre le cœur en rythme sinusal. L'intervention, c'est une anesthésie locale au niveau sous clavier gauche, par exemple, chez ce patient. On positionne par voie veineuse centrale les sondes de défibrillateur, on les relie au boîtier sous-cutané. Ensuite, le patient doit être endormi. On déclenche une arythmie par stimulation ventriculaire programmée et on vérifie l'efficacité du défibrillateur. En conclusion sur ce dossier, très important, une cardiopathie ischémique compliquée d'arrêt cardiaque, il faut bien que vous connaissiez toutes les complications de l'infarctus, surtout les complications aiguës, mais également les complications tardives. Il faut bien connaître le traitement de l'arrêt cardiaque en intra-hospitalier, puisque de nouvelles recommandations sont sorties il y a maintenant 1 an. Il ne faut jamais, jamais, jamais arrêter les antiagrégants plaquettaires chez un patient coronarien connu, sauf après avis cardiaque spécialisé et après éventuellement des examens complémentaires. Et surtout, bien connaître les nouvelles techniques de traitement des arythmies ventriculaires, surtout chez les coronariens, les antiarythmiques d'accord, toujours, et surtout le défibrillateur automatique implantable, qui a maintenant des indications de plus en plus larges, de plus en plus de patients en sont porteurs. Et bien sûr, ça nécessite qu'on maintienne les antiarythmiques pour éviter les arythmies ventriculaires, pour éviter que le défibrillateur ait besoin de marcher.